Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans le Grand News dans l'actualité de ce samedi midi. L'ouverture de la 60e édition du Salon de l'Agriculture ce samedi s'inscrit dans l'histoire. Pour la première fois, un président de la 5e République n'a pas pu déambuler à la suite de l'irruption des manifestants. Emmanuel Macron a donc improvisé un débat. Nous ferons le point le plus complet possible dans ce journal. Le chef de l'État a longuement échangé des agriculteurs avec eux et des représentants sur différentes organisations syndicales samedi matin. Inquiétude autour de la Tour Eiffel, la grève des salariés a été reconduite pour le 5e jour de suite. Ils alertent sur le mauvais entretien du monument et pointent la responsabilité de la mairie de Paris dans la gestion de la Dame de Fer. Et puis on en parlait hier soir à Valenciennes en Espagne, c'est un violent incendie qui a frappé un immeuble résidentiel de 14 étages jeudi. Plusieurs corps, soit 10 corps, ont été retrouvés dans l'immeuble. 3 jours de deuil ont été déclarés dans la ville espagnole. Des centaines d'agriculteurs en colère ont forcé le passage du Salon de l'Agriculture avant son ouverture dans la matinée de ce samedi 24 février. Débordés, les forces de l'ordre ont dû faire face à une horde de manifestants scandant Macron démission. Les affrontements ont notamment eu lieu avec des CRS, tandis que le président a rencontré les syndicats agricoles. À 10h30, le salon a enfin ouvert ses portes au public, sauf dans le hall d'entrée. Le récit signé Julien Nelly. Le salon de l'agriculture n'est censé ouvrir ses portes que dans une heure. Mais dès 8h, des dizaines d'agriculteurs en colère forcent le passage. Plusieurs personnes sont interpellées, mais très vite, les forces de l'ordre sont débordées. Les CRS arrivent en renfort. Dans le viseur des agriculteurs, le président de la République. Au même moment, dans une pièce à l'étage, Emmanuel Macron réunit les syndicats agricoles. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Tension palpable autour de la table. Pendant ce temps-là, dans le salon, les affrontements avec les CRS se poursuivent. Et l'hostilité des agriculteurs ne faiblit pas. C'était une mascarade à la macronade. Et ça, on en a ras-le-bol. Les paysans de France, ils en ont marre. Les paysans, ils veulent des actes, ils veulent des décisions. C'est quand même pas normal qu'avec autant de conseillers, ils ne sont pas capables de fixer un cap pour la France. 10h30, avec 1h30 de retard, le salon ouvre enfin ses portes au public, sauf dans le hall principal. Veuillez préparer vos billets, s'il vous plaît. Au même moment, contre toute attente, Emmanuel Macron, après l'avoir annulé hier, improvise finalement un débat avec des agriculteurs. Tout le monde se détend. Venez. On va parler ouvertement. En bras de chemise, le président appelle d'abord au calme. Moi, je préfère toujours le dialogue à la confrontation. Ça n'a aucun sens. La confrontation, ça ne produit rien. Un échange s'engage alors avec des agriculteurs. Certains ne digèrent pas les réponses du gouvernement à la crise, malgré 400 millions d'euros annoncés. Des miettes qu'il nous a donné, monsieur le président. Non, attends, d'abord, c'est notre argent à tous. Donné des miettes. Si le discours ambiant, c'est de dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y a pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin. Le débat avec le président aura duré 2 heures. Emmanuel Macron est censé poursuivre sa visite cet après-midi. Un éleveur de poulets fermiers en Dordogne a interpellé Emmanuel Macron ce samedi lors d'un débat organisé au Salon de l'Agriculture avec des représentants syndicaux. Accoudé sur une table manche debout en bras de chemise blanche, Emmanuel Macron a recueilli les doléances des agriculteurs regroupés autour de lui, chacun portant un signe distinctif de son organisation syndicale, bonnet jaune, casquette verte ou rouge, image de nos envoyés spéciaux qui se trouvent sur place au Salon de l'Agriculture. Regardez. Alors je vais vous parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, qu'on a vécu encore ces jours-ci, c'est les suicides. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours en France, et des jeunes. Donc il faut aller très vite, on a besoin de respirer dans nos exploitations, il nous faut de la trésorerie rapidement, très rapidement, parce que ça ne pourra pas durer longtemps. Et nous, les femmes, on pâtit. On dépend nos maris
justement à cause de tous ces problèmes, alors vous savez, c'est stop. Le problème, quand vous avez un paysan qui est pas au bout d'une corde... Ça s'appelle pas du bien-être. On parle de bien-être animal. Qu'est-ce qu'on a, nous, en agriculture, comme bien-être? J'avais pas fini. Eh bien oui, parce que je veux parler du suicide. Vous savez, nous, on travaille à peu près 100 heures par semaine. Moi, ça fait 3 ans que je travaille 100 heures par semaine, que je ne sors pas un revenu. C'est ma femme qui me fait vivre. Au mois d'août, j'ai failli passer à l'acte aussi. J'ai un gamin de 15 ans et une gamine de 10 ans. Vous croyez que ça me fait plaisir de monter au salon? C'est mon père qui a 72 ans qui s'occupe de la ferme. Là. Et vous avez quoi exactement à la ferme? J'ai des poulets, j'élève des poulets, j'ai 6 bâtiments de poulets en poulet fermier, et j'ai des terres. Et vous savez, je suis monté à Paris avec mon tracteur. Et ça, je trouve ça vraiment lamentable que des agriculteurs de la CR ne peuvent pas monter manifester à Paris. Bah, manifester ici, après... on est monté manifester à Paris. Non. On est monté manifester à Paris. Monsieur le Président... Et vous pouvez pas... Et si vous voulez, il faut agir très vite pour cette trésorerie qu'on a besoin sur nos exploitations. Et il faut aller très très vite. Des touristes sont amassés devant la Tour Eiffel, car depuis 5 jours maintenant, le monument est fermé. Les employés du plus célèbre site touristique de France sont en grève. Ils dénoncent une mauvaise gestion financière par leur employeur et reprochent notamment à la ville de Paris de prendre une redevance trop importante sur les recettes, ce qui réduirait les rémunérations des employés, mais notamment le budget des réparations. Le reportage signé Leïla Adjoub. Des touristes amassés au pied de la Tour Eiffel, car depuis 5 jours, l'entrée au monument est fermée. Les employés du plus célèbre site touristique de France sont en grève. Ils dénoncent une mauvaise gestion financière de la part de leur employeur et reprochent à la ville de Paris de prendre une redevance trop importante sur les recettes, ce qui réduirait les rémunérations des employés, mais aussi le budget des travaux de rénovation. C'est dommageable parce que ça attaque le fer de la Tour Eiffel et après c'est irréversible. Donc du coup, même si on redécape derrière et qu'on repeint, malheureusement le mal est déjà fait. Pour les touristes venus l'admirer d'en bas, la Dame de Fer n'a pas pris une ride. Elle a l'air en très bon état. Elle est toujours aussi belle. On dirait qu'elle est toute neuve. Je ne vois rien d'abîmé. Pourtant, les employés tirent la sonnette d'alarme. De la rouille et des traces de corrosion sont visibles sur plusieurs piliers. Mais selon la direction de la Tour Eiffel, la rouille ne met pas en péril le monument. Seule la peinture doit être régulièrement retouchée. Des travaux de rénovation avaient commencé en 2019 mais ont été interrompus par le Covid, puis ralentis par les JO. Aujourd'hui, seuls 30% de la peinture a été refaite. Le chantier devrait reprendre après les Jeux Olympiques. Un incendie s'est déclaré samedi dernier dans un immeuble à Valence, en Espagne. Sur des images amateurs, les pompiers arrosent pour tenter d'endiguer les flammes afin qu'elles n'atteignent pas un balcon sur lequel se trouvent encore 2 habitants. Le quartier suit l'opération avec angoisse. L'incendie s'est propagé à une vitesse impressionnante, comme l'attestent des vidéos amateurs. À 17h37, seul un appartement semblait être touché. Pourtant, en 3 minutes, les flammes avaient gagné les étages. Le feu s'est répandu par la façade. À 18h17, tout le bâtiment de 14 étages était encore embrasé. Daniel Schlingler nous fait le point. Toute une résidence en feu. Il y a des gens à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens. Les pompiers arrosent sans cesse pour endiguer les flammes, ou du moins les repousser loin de ces 2 ombres qui se détachent sur le balcon. 2 habitants attendent désespérément qu'on les sauve. Ils tentent de se protéger des fumées. Tout le quartier suit l'opération avec angoisse. Ils sont enfin extirpés du brasier sous les applaudissements. Cet incendie hier à Valence en Espagne s'est propagé à une vitesse folle, comme l'attestent ces vidéos. À 17h37, seul un appartement semble touché. Il suffit d'à peine 3 minutes pour que les flammes gagnent les étages adjacents. Le feu se répand par la façade. Et voici le résultat, 11 minutes plus tard. À 18h17, presque tout le bâtiment de 14 étages est embrasé. Le vent souffle à plus de 60 km/h en 5 minutes.
l'immeuble voisin est à son tour touché. Bientôt, les 137 appartements de la résidence sont dévorés par le feu. Même les pompiers sont surpris. L'un d'entre eux est obligé de sauter pour échapper aux flammes. Un pompier m'a dit que la meilleure chose c'était de rester chez moi. Mais j'avais peur, donc je suis quand même descendue. Cette décision m'a sauvé la vie car 2 minutes plus tard, mon balcon était en feu. Il n'y avait pas d'alarme, on ne savait pas, c'est juste la fumée qui nous a alertés. Malgré l'épuisement, plusieurs pompiers blessés, la bataille continue toute la nuit. Aujourd'hui, de cette résidence construite en 2008, il ne reste plus qu'une carcasse fumante et brûlante. À l'intérieur, 10 corps ont déjà été retrouvés. L'origine de l'incendie n'est pas encore connue, mais le revêtement de la façade serait responsable de cette propagation éclair. 3 jours de deuil ont été déclarés à Valence. Dans le Donbass, dans une zone contrôlée par les Russes, un hôpital est en première ligne à quelques kilomètres du front. Nos équipes ont pu y tourner un reportage à condition de ne pas révéler son emplacement exact par peur de tirs mortels. La maison d'un septuagénaire a été frappée et sa femme est décédée sur le coup. Elle s'est donc retrouvée sous les décombres. Elle a voulu courir dans la salle de bain au moment de l'explosion. On m'a dit qu'elle avait eu des jambes brisées, témoigne Victor, son mari. Il était civil blessé. Reportage signé Louis Lacroix. C'est un hôpital en première ligne, à tout juste quelques kilomètres du front. On entend les bombardements, tout le temps. Nous avons obtenu l'autorisation d'y tourner, à condition de ne pas révéler son emplacement exact, la peur des tirs. Nous sommes dans le Donbass, du côté contrôlé par les Russes. Un obus comme ça est tombé. La maison de ce septuagénaire a été frappée il y a une semaine. Sa femme est décédée. Elle s'est retrouvée sous les décombres. Elle a voulu courir à la salle de bain au moment de l'explosion. On m'a dit qu'elle avait eu les jambes brisées. Dans la chambre d'à côté, un autre civil. Il travaillait dans un entrepôt pétrolier. Il a perdu sa jambe. Une explosion a eu lieu à peine 2 mètres de moi. Résultat, j'ai perdu une jambe. Mais j'espère bien avoir un avenir. Maintenant, il faut vraiment que j'apprenne à m'occuper de moi. Il faut que je puisse me reposer, puisqu'il faudra bien que je mange. Dans le Donbass, la guerre a commencé en 2014. Mais depuis 2 ans et le début de ce que les Russes appellent l'opération militaire spéciale, les combats sont encore plus violents, les blessures encore plus graves. Le calibre des armes est plus gros, l'explosion plus forte, la blessure plus grave, l'énergie plus importante, l'énergie de l'explosion. La brûlure est importante. Cet hôpital accueille aussi des soldats russes. Nous avons consigne de ne pas montrer leur visage, mais ils nous racontent la peur. On n'est pas fous, on a peur. Nous sommes des humains comme les autres. Tout le monde a peur, mais l'homme s'habitue à tout. Après une blessure, tu penses à ça tout le temps. Tu fais des cauchemars. Tu vois tes camarades qui sont morts. Ces soldats blessés sont-ils prêts à retourner combattre un jour pour la Russie? Vous avez envie de retourner sur le front? Comment vous dire? Je ne brûle pas d'envie. Mais si c'est obligatoire, j'y retournerai. Et vous vous dites jamais que ça suffit pour vous? Bien sûr, c'est ce que tu te dis quand tu as peur, quand tu as mal. Mais après, ça passe et tu finis par y retourner. En Russie, la désertion est punie de prison. Des journalistes ont rencontré Stéphane Voirin. Il était le compagnon d'Agnès Lassalle, la professeure d'espagnol tuée le 22 février 2023 par un élève. Lors des obsèques de sa compagne, il avait esquissé des pas de danse en guise d'adieu à sa femme. C'était ma manière de dire au revoir à Isabelle, d'être là à cette cérémonie, explique-t-il. À 52 ans, la vie d'Agnès Lassalle a été fauchée par un élève de 16 ans qui l'a poignardé en plein cours. On avait décidé de se marier une semaine avant le drame, se souvient Stéphane Voirin. Laurence Néon a rencontré ce monsieur. C'est devant l'océan que Stéphane Voirin a souhaité nous emmener.
L'un des endroits préférés d'Agnès Lassalle, sa compagne, professeur d'espagnol tué il y a 1 an par un de ses élèves. On courbe les chines, on attend que la tempête passe et on avance, on rame. On rame. Un homme résilient qui avait bouleversé la France entière lors des obsèques de sa compagne, esquissant des pas de danse en guise d'adieu. Qui n'a peut-être pas compris quand je t'ai dit bon putain. Ce jour-là, il n'avait pas dansé pour elle, mais bien avec elle. C'est mon moment de grâce avec Agnès. On s'entraînait ici même, dans le jardin en bas, à plein d'autres endroits. C'était ma manière de dire au revoir à Agnès, d'être là pour cette cérémonie, d'avoir ce moment, elle et moi. Et je l'ai fait avec mon cœur. Ça m'a permis de lâcher un petit peu. 22 février 2023, à Saint-Jean-de-Luz, Agnès Lassalle entame sa 2e heure de cours de la journée lorsqu'un élève de 16 ans se lève en pleine classe et lui assène un coup de couteau. Une vie fauchée à 52 ans et des rêves d'avenir auxquels il faut renoncer. On avait décidé de se marier 1 semaine avant. On avait pris des décisions importantes. Qu'elle devait lever le pied. Donc 6 mois, on serait parti à l'étranger, voyager. Elle adorait voyager, et puis elle aurait repris son travail après. Je la remercie tous les jours. De tout. De tout ce qu'elle a fait. Et tout ce qu'elle fait encore. Elle vous accompagne? Elle m'accompagne. Elle veille. 1 minute de silence est observée dans tout le pays et dans toutes les écoles. Des milliers de messages affluent de France et d'ailleurs en soutien à Stéphane Voirin. J'en ai qui m'ont contacté, ils étaient élèves à ses débuts. En 1997. En 1997, et lorsque ce chagrin revient et que, vous savez, vous vous retrouvez submergé, je me replonge dans ces témoignages que je prends au hasard. Hein. Et sincèrement, ça vous remet le pied à l'étrier et ça fait du bien. Ça fait du bien de voir que dans ce monde, il y a encore du cœur. 2023, une année noire dans l'éducation nationale. 8 mois après Agnès Lassalle, c'est Dominique Bernard, professeur de français, qui est assassiné à Arras. 2 morts quand même, 2 vies. Mais forcément, vous avez de l'empathie pour déjà les personnes décédées, leurs familles. L'école, c'est un écrin. L'école, c'est là où vous grandissez, où vous vous surpassez, où vous apprenez. Et dans ces établissements, il se passe des choses comme ça, c'est inimaginable. Aux enquêteurs, l'élève a expliqué avoir entendu une voix dans sa tête, lui intimant l'ordre de tuer. Il a été mis en examen pour assassinat et depuis, il est en détention provisoire. 1 an après, je n'ai jamais reçu d'excuses. Je n'ai jamais reçu le moindre geste de compassion du tueur ou de sa famille. C'est quelque chose qui me gêne, qui me bloque dans la reconstruction. Moi, ça me pèse, ça me réveille encore la nuit. Je n'ai jamais eu d'animosité par rapport à ce tueur ou quelconque ressentiment vis-à-vis de la famille. Au contraire, j'ai essayé de faire les choses bien et il ne se passe rien. Stéphane Voirin espère qu'il y aura un procès et que les expertises psychiatriques ne déclareront pas le jeune homme pénalement irresponsable. En attendant, il suit scrupuleusement la lettre qu'Agnès lui avait adressée dans son testament. Elle lui demandait, en cas de malheur, de profiter de chaque seconde de la vie pour 2. Voilà, et c'est la fin de cette édition. On se retrouve ce soir à partir de 20h dans le Grand News Soir. Je vous souhaite une très belle après-midi. À tout à l'heure, 20h.